Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire ce dimanche, en Syrie, carnage dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Y a-t-il un espoir de voir ce conflit sans fin se terminer? La recomposition des rapports de force relance-t-elle la logique de guerre en ce moment? Le dépeçage de la Syrie en diverses zones d'influence a-t-il commencé? Le voyage du Premier ministre canadien en Inde fait l'objet de critiques. Justin Trudeau est étrillé par sa diplomatie de la mode. Justin Trudeau en fait-il trop? Et puis, la question SIC a-t-elle jeté un froid diplomatique entre Ottawa et New Delhi? Aux États-Unis, la tuerie de masse en Floride la semaine dernière est-elle le drame de trop? Les lycéens rescapés dénoncent la collusion entre le lobby des armes et la classe politique. Leur mobilisation permettra-t-elle de durcir la législation? La culture des armes est-elle inéluctable aux États-Unis? Enregistré à son insu, le chef de la droite française se lâche et dégomme le système politico-médiatique. Laurent Wauquiez a-t-il disqualifié la parole politique? Cela aggrave-t-il la défiance entre politique et médias et entre politique et citoyens? Pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevicata. Philippe Brault, politologue, spécialiste de sociologie politique, professeur émérite à Sciences Po Paris, rattaché au CEVIPOF. Depuis 2004, vous êtes également professeur invité à la prestigieuse université américaine de Princeton. Soyez le bienvenu. Et puis Sarah Daniel, chef du service étranger de l'hebdomadaire français L'Obs, grand reporter encore aujourd'hui. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Nous retrouverons également tout à l'heure Manon Globensky depuis Radio-Canada à Montréal et John MacArthur, directeur de Harper's Magazine depuis New York. Merci à vous trois d'être ici en plateau. Si vous nous regardez depuis chez vous, sur vos tablettes, sur votre écran de télévision, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous nous faites part de vos questions, de vos commentaires sur Facebook ou alors sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque. La Syrie est donc plus que jamais en guerre. La pire situation humanitaire depuis 2015, une souffrance humaine insensée, un massacre selon l'ONU. Un déluge de feu s'abat depuis plusieurs semaines sur les dernières poches rebelles, en particulier sur la Ghouta orientale près de Damas. Hier, les forces du gouvernement ont complètement détruit l'un des hôpitaux civils de la Ghouta orientale. La destruction est totale. Où pouvons-nous aller avec nos enfants, avec nos jeunes? Où pouvons-nous aller? Nous voulons un endroit sûr pour les protéger. Nous entendons le bruit des avions qui effraient nos enfants. Nous vivons au sous-sol depuis un mois. Nous ne sommes pas rentrés chez nous. Quand les avions survolent la région, nos voisins nous rejoignent aussi. J'ai une fille handicapée et un garçon, nous dormons sous une même tente. Il fait trop froid. Le monde entier nous voit, il voit les conditions dans lesquelles nous vivons. Je leur dis à tous ces gens qui nous regardent, si vous le savez, c'est un problème. Et si vous ne le savez pas, c'est un plus grand problème encore. Cela fait 8 ans que ça dure. En mars, on entrera effectivement dans la 8e année d'un conflit qui s'éternise. L'enfer sur Terre, résume le quotidien français Libération. En une semaine, les raids aériens du régime auraient causé la mort de plus de 500 civils dans la Ghouta orientale, selon les estimations communiquées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est un carnage. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment dans la Ghouta orientale, Sarah ? Mais en fait, on assiste maintenant à la disparition petit à petit de la dernière poche de résistance des insurgés, et donc il y a très très peu de chances que ça se calme avant que Bachar el-Assad ait totalement pacifié avec ses alliés russes et iraniens cette dernière poche. C'est ce qui reste de l'opposition aujourd'hui sur le terrain ? Oui, absolument. C'est les derniers partis et derniers qui continuent à se battre. Et il y a eu ce cessez-le-feu qui a été décrété, il y a eu enfin un accord du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu, mais on voit qu'il est extrêmement fragile, on voit qu'il a déjà été rompu. Et il y a donc une mobilisation extrême, évidemment, du régime de Bachar, soutenu par la Russie, qui est devenue quelque part un peu l'esclave ou prisonnier de son affidé, et qui n'arrive pas à faire entendre raison Bachar, et surtout qui n'arrive pas à transformer en fait cet accord militaire en accord politique.
Et donc, en ce moment, ils doivent être un petit peu, oui, c'est ça, prisonniers. Ils doivent se mordre un peu les doigts de cette alliance. D'un mot, parce que vous parlez de politique, est-ce qu'il y a de la place pour de la politique dans une situation comme celle de la Syrie aujourd'hui? En général, on oppose solution politique et solution militaire. Oui, voilà ma réponse. Oui, il n'y a pas de politique quand il y a... pas vraiment. Il y a des accords politiques, qui sont parallèlement, qui se jouent, qui sont joués à Astana, qui sont joués. Mais le problème, c'est que voilà, Bachar ne veut pas entendre raison. Il n'est pas du tout prêt à... Il ne veut pas entendre raison. Là, il y a cet accord à l'ONU. Il y a des bombardements dès le lendemain. Il se sent sûr de lui dans cette situation? Alors, il se sent sûrement sûr de lui, et par ailleurs, on voit bien que les puissances qui voudraient faire arrêter ces horreurs ne sont pas en mesure de le faire. Moi, j'étais vendredi au sommet européen, donc Angela Merkel et Emmanuel Macron, tous les deux ont expliqué leur indignation, leur volonté d'en finir avec ces horreurs à la Ghouta orientale, et on voyait bien qu'au-delà des mots, il n'y avait pas de moyens ni pour l'un ni pour l'autre, et je crois qu'ils ont discuté avec Vladimir Poutine ces dernières heures, il n'y avait aucun moyen d'intervenir sur le terrain et de faire cesser les hostilités, d'autant plus que, et le président français l'a rappelé dans son intervention à Bruxelles, il y a quand même dans cette poche des terroristes, il y a des éléments tant de Daesh que d'Al-Qaïda qui sont infiltrés au milieu des populations civiles. Il y a aussi dans le reste de la Syrie toujours des opérations antiterroristes qui ont lieu, et on voit bien que les puissances européennes sont... Alors, Sarah parlait de la Russie prise en otage par son affidé, mais les pays européens sont aussi pris en otage par le conflit contre le terrorisme qu'ils entendent mener. Et au fond, oui, Bachar el-Assad est in fine le maître du jeu, ce qui paraît complètement invraisemblable quand on se souvient de ce qui s'est passé ces dernières années. Et pourtant, en réalité, c'est lui qui arrive à mener les opérations comme il l'entend. Le régime de Bachar el-Assad, qui est sous perfusion russo-iranienne, est-ce que là, en continuant les hostilités, il démontre aussi qu'il n'est pas qu'une marionnette? Que Bachar n'est pas qu'une marionnette? Non, il mène sa stratégie de reconquête de son pays et des plus larges... finalement, il a joué la montre et il a eu raison de le faire. Et voilà, et le résultat va être en effet qu'il va reconquérir une grande partie du territoire. Hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment en Syrie, peut-être des guerres d'influence aussi. Donc on a l'impression que Bachar el-Assad est en opération de reconquête, peut-être vers une fin de conflit qui approche. Est-ce qu'il y a cette espèce d'urgence à se dire il faut se répartir la Syrie rapidement? Moi, je ne crois pas tellement à ça, parce qu'en fait, il va y avoir... au bout d'un moment, il aura pacifié tout le territoire. Donc oui, peut-être, vous avez raison, il y a un peu de... Il y a les Turcs qui jouent une partition parce qu'ils ne veulent pas d'un État kurde au nord. Enfin, il y a des influences. Il y a le Qatar qui influence les derniers djihadistes dans la plaine de la Ghouta et qui les empêche d'aller à Idlib. Enfin oui, on voit bien. Mais in fine, c'est quand même la Russie et l'Iran qui vont être les principaux acteurs dans la région. Oui, et il y a par ailleurs un élément intéressant. Vous vous souvenez que traditionnellement, depuis 8 ans que la guerre a commencé, il y a toujours cette phrase chez les leaders européens comme quoi le futur, l'avenir ne peut pas se construire avec Bachar el-Assad. Ça venait systématiquement rythmer leurs interventions. Eh bien, vendredi à Bruxelles, au moment de l'indignation sur la Ghouta orientale, cette phrase-là n'a pas été prononcée. Donc peut-être que le moment n'était pas venu de le répéter, mais quand même, c'est frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'abdication générale devant le fait que Bachar va rester, que le régime va rester, et sans doute que le régime a gagné. Est-ce qu'on peut imaginer la fin de cette guerre? De fait, quand une partie des belligérants auront été vaincus, oui, on peut imaginer la fin de cette guerre. Après, il y aura toujours une espèce de tension permanente et des foyers qui demandent qu'à se remobiliser, en fait. Alors, on le voit entre l'Iran et Israël, au nord entre les Kurdes et les Turcs. Ça ne sera pas une zone totalement calme, mais enfin, de fait... Quand Bachar aura gagné, les armes risquent de se taire. Alors, vous le soulignez, hein, il y a des tensions régionales qui s'expriment en Syrie. Est-ce qu'on peut parler déjà là de conflits par procuration? On a vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, l'Iran et Israël qui se sont opposés. On pourrait imaginer les Russes et les Américains dans l'est de la Syrie s'opposer sur un certain nombre de questions aussi. On voit les Turcs et les Kurdes dans le nord. Est-ce que là, déjà, c'est des conflits par procuration qui sont concrets?
Mais ça a toujours été des conflits par procuration depuis presque le début de cette guerre. Il y a eu tellement d'intervenants, quand vous voyez du côté des groupes rebelles, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis qui ont à un moment armé les rebelles, la Turquie d'autre part. Enfin, moi je dirais que presque à la limite, maintenant, ça risque de se calmer justement avec la prééminence de Bachar et de ses alliés. Et on voit bien que les Russes n'arrivent pas à faire entendre du tout raison aux Syriens, qui n'arrivent pas à faire émerger un contexte politique où celui-ci serait mis de côté, comme vous l'avez dit. Et donc, quelque part, c'est peut-être la fin de toutes ces proxy wars. Oui, deux éléments. D'une part, on voit bien quand même depuis quelques mois que l'énorme bataille diplomatique politique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar a une conséquence en Syrie. On voit bien que ces deux pays qui entretenaient des factions rebelles, entre guillemets, en Syrie, eh bien maintenant ont d'autres choses à faire, sont très préoccupés par leurs affaires, et quand même, ça a une conséquence sur le terrain. Deuxième chose, en ce qui concerne la Russie, de fait, la Russie est un allié dans la guerre contre le terrorisme. La fameuse guerre dont Emmanuel Macron a dit qu'elle serait gagnée fin mars. Il l'a dit, on arrive, on l'a gagnée, cette guerre contre le terrorisme. Dans cette guerre-là contre Daesh, la Russie est un allié objectif. Donc, oui, alors ça, c'est sujet à caution. Hein. C'est un grand sujet de débat. La réalité... Je sais pas, non. C'est un allié objectif de Bachar el-Assad et des Iraniens là, dans la région. Après, comme vous savez, ils ont eu un rôle très, très particulier. Bachar a ouvert les portes des prisons et laissé les djihadistes... voilà. Et donc, on a bien vu que les Russes se gardaient bien et l'armée de Bachar se gardait bien de frapper contre certaines poches identifiées où il y avait Daesh très précisément. Donc je ne sais pas si vraiment... oui, mais moi j'ai quand même l'impression, quand on parle avec des diplomates français ou européens, qu'ils ne sont plus prêts aujourd'hui à confronter la Russie sur le dossier syrien. Non, tout à fait. Mais voilà. Parce que, donc ils ont reculé, alors qu'avant ils étaient très en butte contre la Russie. J'ai l'impression qu'ils ne le sont plus prêts aujourd'hui. Oui, parce que c'est les vainqueurs. Et quelque part, voilà, à un moment, la guerre va s'éteindre. Et ça, c'est ce que tout le monde aspire à ça. Mais le problème, c'est combien de morts on va assister là jusqu'à la fin de cette guerre. Mais oui, ils se sont rendus à la raison du plus fort. Philippe. Ce qui me frappe dans ce conflit, c'est l'habileté de la stratégie de communication de Bachar el-Assad. Dès le départ, il a considéré que ses adversaires, contre toute vraisemblance d'ailleurs, c'étaient des terroristes. Ce qui n'était absolument pas vrai à l'époque. Mais finalement, dans la mesure où le conflit s'est éternisé, effectivement, les dits terroristes, enfin les Daesh ou Al-Qaïda, se sont de plus en plus imposés comme étant une force militaire plus importante, plus fiable que les alliés libéraux. Et donc, il gagne du point de vue aussi de sa stratégie de communication. On parle aussi souvent d'une guerre plus régionale. Est-ce que ça pourrait arriver ou est-ce que c'est déjà ce qui est en train de se passer en Syrie ? Une guerre plus régionale. Plus régionale, c'est-à-dire une guerre à l'échelle de la région internationalisée ? Ah oui, ça tout à fait. Ça, notamment si vous prenez le foyer, la Afrin, entre les Kurdes et la Turquie. Et bien sûr, ça va continuer. Je veux dire, ce conflit kurde est un conflit qui va durer de longues années. Pour conclure, quel scénario on peut imaginer aujourd'hui, sachant que la situation peut évoluer très vite, on va voir déjà si ce cessez-le-feu est appliqué ou pas. Quel scénario on peut imaginer pour la Syrie? Question qu'on n'arrête pas de se poser. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça ressemble malheureusement pour le pays et malheureusement pour ces gens à une victoire de Bachar el-Assad qui est en train de se concrétiser. Ce qui est quand même probable, et c'est le cynisme absolu, c'est qu'à un moment donné, quand demain, après-demain, dans 3 jours, il va appliquer une sorte de trêve, mais il attend sans doute d'avoir les éléments, les victoires militaires qui lui conviennent pour cette enclave de la Ghouta. Au-delà, je ne vois pas aujourd'hui comment imaginer un proche avenir de la Syrie sans Bachar el-Assad et continuer à dire qu'il doit partir. Parce que là, véritablement, tout le monde manque d'éléments pour le faire partir, à moins que, ultime surprise, les Russes et les Iraniens décident de le déposer d'une manière soit brutale, soit souple. Mais en tout cas, les Occidentaux paraissent démunis quant à l'équation Bachar el-Assad. Je ne pensais pas que c'est ça la solution, la probabilité la plus grande ?
qu'il soit déposé. Quand on a pour allier les Russes et les Iraniens, on peut s'attendre à tout, mais encore une fois, comme Sarah le disait... Menteur. Comme Sarah le disait, pour l'instant, il semble plutôt avoir le dessus et être et tenir ses alliés. Pour conclure d'un mot, Sarah, là-dessus. Il y a aucun intérêt, je pense, à le déposer, puisque finalement, les alliés occidentaux se sont résolus à avoir sa victoire. Et donc, je pense que non, je pense que Bachar est là pour un certain temps. Et situation à suivre de près, on verra si ce cessez-le-feu entre en vigueur et quand. On va parler maintenant tout à fait autre chose, de la visite de Justin Trudeau en Inde, avec vous, Manon Globensky. Vous êtes journaliste à Radio-Canada. Bonjour, merci d'être avec nous depuis Montréal. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour. La très forte mise en scène qui a entouré le voyage de votre Premier ministre n'est pas passée inaperçue en Inde et à l'international. Ambiance Bollywood. Alors, Justin Trudeau est étrié dans la presse pour sa diplomatie de la mode. Vous allez voir cette une du tabloïd Le Journal de Montréal. Une vraie joke, c'est une blague. Manon, Justin Trudeau, en fait-il trop? Est-ce que le charme n'opère plus? Ça avait tellement bien commencé, Sylvia, avec cette photo de famille devant le Taj Mahal. Un moment assez émouvant parce que Justin Trudeau était allé en Inde de petit garçon accompagnant son père, Premier ministre, et il s'était rendu seul au Taj Mahal parce que son père avait des réunions. Et c'est justement dans les jours qui ont suivi cette photo devant le Taj Mahal que les choses vraiment ont commencé à déraper. Quand on a vu que les costumes, les occasions de photos prenait toute la place, qu'il n'y avait pas vraiment de travail d'accompli ou qu'il ne semblait pas y avoir de travail d'accompli. Alors, vous avez dit, est-ce que le charme a cessé d'opérer? Certainement avec la presse canadienne, ça fait déjà un moment, mais même avec la presse étrangère qui pourtant faisait la part belle à Justin Trudeau, peut-être un peu trop en surface au goût des journalistes canadiens, mais quand même, cette fois-ci, on s'est mis à tout remarquer ce qui n'allait pas, le fait que le premier ministre Modi n'était pas à l'aéroport pour l'accueillir, justement le fait que l'horaire semblait assez léger en contenu, et que les costumes à l'indienne de la famille Trudeau étaient accueillis par des Indiens qui, eux, étaient habillés à l'occidental. Alors, environ 3% de la population canadienne est d'origine indienne. On a aussi reproché à Justin Trudeau des visées électoralistes. Quel était le but de ce déplacement en Inde ? C'est d'améliorer les relations, je dirais, commerciales, surtout avec l'Inde, mais vous le dites, cette population indienne-canadienne, elle est très active politiquement, surtout sa composante sikh, qui peut faire la différence dans certaines circonscriptions électorales parce qu'elle est concentrée surtout en Colombie-Britannique et en Ontario, surtout dans la région de Vancouver et la région de Toronto. Donc, vous comprenez que d'avoir une image positive pour les partis politiques canadiens, c'est très important. La preuve, c'est qu'il y a 17 députés sikhs au Parlement canadien, c'est pas rien. Il y a 4 de ces sikhs qui sont des ministres dans le gouvernement de Justin Trudeau. Et le plus, on en a parlé, vous et moi, le nouveau chef du nouveau Parti démocratique, ce parti de centre-gauche, Jagmeet Singh, donc, est lui aussi sikh. On en avait parlé effectivement dans Kiosque déjà avec vous. 8 jours de déplacement, c'est très long selon les standards de 2018. Pourquoi 8 jours sur place ? 8 jours, c'est pas long quand c'est bien organisé et que tout va sur des roulettes. Mais là, le problème, donc je le disais, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que ça avait plus l'air de vacances qu'autre chose parce qu'on a voulu à chaque jour ajouter des moments symboliques, des occasions de photos, en costume, on le répétera jamais assez. Il y a eu quoi? Une demi-journée consacrée à des rencontres entre Justin Trudeau
et des chefs d'entreprise indiens, encore là pour des photos, pas de visite dans des usines, pas de visite dans des centres de formation. Donc, et une rencontre avec le premier ministre Modi qui n'a eu lieu qu'à la toute fin du séjour, le vendredi, rencontre quand même, disons-le, qui a été très chaleureuse, très à la hauteur des attentes des Canadiens là-dessus. Donc, 8 jours importants pour le premier ministre, pour ce qu'il croit, mais peut-être que les Canadiens n'en ont pas eu pour leur argent. Pour résumer, Manon, est-ce qu'on peut dire que ce voyage était un échec, comme il a largement été décrit dans la presse? Plusieurs diront que oui, parce que... Prenez par exemple, un des buts de Justin Trudeau, c'était de convaincre le gouvernement indien que le Canada appuie une Inde unie, parce que le Canada se fait souvent accuser d'appuyer, d'être trop naïf, disons, vis-à-vis des groupes séparatistes sikhs qui sont très présents au Canada. Je le disais, c'est la majorité de cette population indo-canadienne. Le Canada dit que ces groupes ont la même liberté d'expression que tous les Canadiens. Donc, on les laisse, par exemple, faire ouvertement campagne en vue d'un référendum en 2020 pour l'indépendance de ce qu'on appelle le Khalistan. Donc, là-dessus, M. Trudeau échoue parce qu'il y a eu cet incident avec Jaspal Latwal, un extrémiste sikh qui a été reconnu coupable de tentative de meurtre contre un ministre indien en sol canadien en 86, qui s'est pointé non pas à un, mais qui aurait pu se pointer techniquement à un deuxième événement de l'ambassade canadienne en Inde. C'est très, très difficile à expliquer, même si Narendra Modi ne l'a pas soulevé. Par contre, je lisais la chronique d'un Canadien qui œuvre en Inde, qui est très, très présent là-bas. Et lui pense que Justin Trudeau a marqué des points par ses photos, pour avoir revêtu ses costumes, par respect, dit-on, et aussi qu'il aurait dû rester plus longtemps en Inde, parce que l'Inde, c'est un continent en soi. Mais moi, j'aurais eu peur, je vous l'avoue, qu'il ne reste que la dhoti à la Gandhi, à Justin Trudeau, comme style vestimentaire. Merci beaucoup, Manon, pour cet éclairage depuis Montréal. À très bientôt. Bon dimanche à vous. Je me tourne vers le politologue autour de cette thème, sur cette diplomatie de la mode, comme on l'a surnommée. Votre sentiment, comment vous réagissez à ça? Je n'ai pas tellement d'avis, en fait. Je n'ai pas tellement d'avis. Je pense qu'il a peut-être voulu... C'est le problème de ces gens qui vont vers d'autres groupes ethniques, un petit peu, j'ose pas le dire à propos de l'Inde quand même, comme ces missionnaires qui allaient vers le bon sauvage au 19e siècle, 18e siècle. Les bons missionnaires qui aimaient les bons sauvages, eh bien, ils tombaient la robe, la soutane, et ils essayaient de traduire leur évangile, leur mission en langue locale et d'adopter des rites locaux. Mais là, en 2018, les ficelles sont un peu grosses, c'est ça? Voilà, ça me paraît un peu gros. Et de toute façon, je pense que ça peut provoquer le même type de ricanement en sourdine, quoi. Voilà, trop de com, tu la com? Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord et je note que notre collègue canadienne à la fin a quand même introduit des nuances. C'est vrai. On peut regretter d'être à l'époque des médias sociaux, du selfie roi, des photos reines et puis des images, mais de fait, si cette visite que je n'ai pas suivie dans le détail, il semble qu'elle se soit terminée par une bonne rencontre bilatérale quand même entre Modi et Trudeau. Donc avant la rencontre bilatérale, qu'est-ce que Justin Trudeau a produit? Il a produit des images, des clips qui vont rester. Ça va rester sur YouTube, ça va rester sur les réseaux sociaux, ça sera regardé, téléchargé. Alors on peut dire que c'est absolument triste du point de vue de l'image qu'on se fait de la politique. En même temps, au point de vue de l'image, de l'empreinte qu'il aura laissée en Inde et dans les communautés indiennes, et on a compris que c'est ce qui l'intéressait, il est possible que ça soit plus efficace qu'on le croit. Et donc, encore une fois, sa stratégie politique qui nous paraît être un peu guignolesque, entre guillemets, elle va peut-être être efficace après, quand elle aura été digérée par le public.
Réponse plus tard. Mon cher collègue, vous plaisantez là. Non, je plaisante pas. Malheureusement, je plaisante pas. Non, mais on se croirait dans un film de Borat avec oui. ce petit chapeau oui, mais ça marche. Mais ça marche. Mais ça marche pas du tout. Il est devenu la risée du monde. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Je ne connais pas la psychologie moi, ce que je trouve fascinant, je suis pas si sûr. Non, ce que je trouve fascinant, c'est que ça vient en plus d'un pays qui a été agité par un grand scandale qui est celui de l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle? C'est le fait qu'une culture dominante s'approprie les codes ou la culture d'une culture minoritaire. Et il y a des gens qui ont dû démissionner au Canada, notamment des directeurs de journaux, sur cette question. Et lui, en fait, il reprend exactement, il n'a pas été échaudé par cette querelle, et il reprend tous ces codes avec, enfin, je sais pas, il a pété un câble, là, c'est pas possible. Vraiment, d'un mot pour conclure, Philippe, il faut qu'on avance. Vous voulez intervenir? Non, je voudrais simplement dire que, n'étant pas un spécialiste de psychologie des Indiens et de leurs multiples facettes et leurs multiples cultures, je dirais simplement que je présume qu'ils voient Justin Trudeau comme un blanc déguisé en indien et que c'est pas terrible. Bon, on verra effectivement quelle empreinte aura laissé cette visite. Mais je n'en sais rien. Avec le temps. On verra qui d'entre vous a raison. Je vous propose que de Montréal, on mette le cap au sud vers New York où nous attend John McArthur. Vous êtes le directeur du mensuel généraliste américain Harper's Magazine, également chroniqueur au quotidien québécois Le Devoir. Bonjour John, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Soyez le bienvenu. Chez vous, aux États-Unis, le débat sur les armes à feu est relancé. On va en parler avec vous. Après la tuerie d'un lycée en Floride il y a 10 jours, la contestation populaire semble s'installer dans la durée. Figure de proue, Emma Gonzalez, 18 ans, rescapée. 3 jours après le massacre, elle dénonçait les liens entre la classe politique et la NRA, le puissant lobby des armes. On l'écoute. Si le président des États-Unis me dit en face que c'était une terrible tragédie, que ça ne devrait plus jamais arriver, mais qu'on ne peut malheureusement rien y faire, je lui demanderai combien il a touché de la part de la NRA. Pas la peine, je le sais déjà. 30 millions de dollars. Divisé par le nombre de victimes par arme à feu aux États-Unis depuis le début de l'année, cela fait 5 800 $. Alors, à chaque fusillade, le débat sur les armes à feu est relancé, mais cette fois, le mouvement de contestation semble plus solide. John, est-ce que c'est la tuerie de trop, celle d'il y a 10 jours en Floride? Malheureusement, non. Oui, les choses bougent un petit peu. Et c'est vrai que des jeunes très médiatisés et qui parlent très bien et qui sont normalement et naturellement furieux contre l'establishment qui défend le deuxième amendement jusqu'à la mort, disons. Il y a toujours l'appui énorme du NRA, et ce n'est pas seulement l'argent derrière cette organisation, c'est aussi des militants qui votent. Et malheureusement, on ne peut pas voter si on a moins de 18 ans ou de 21 ans dans la plupart des États. Et les militants du NRA sont très, très motivés de voter. Donc, vous voyez en ce moment un débat presque absurde où le gouverneur de la Floride parle d'augmenter l'âge où on pourrait acheter un fusil d'assaut à 21 au lieu de 18. C'est ridicule, absolument ridicule. Parce que ça n'a rien changé. Est-ce que quand même, il se passe quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a un moment un peu particulier quand même? Il y a une contestation. On verra si elle est durable ou pas. Vous parliez, vous, de l'âge de vote. Ces jeunes sont des lycéens. Ils vont arriver au moment où ils vont pouvoir commencer à voter. Est-ce que ça peut faire une différence? Ça peut faire une différence, mais je voudrais noter un changement peut-être plus important, et c'est à droite, sur la gamme politique. La presse Murdoch, pour la première fois de ma vie, a commencé à critiquer les idées reçues sur le deuxième amendement. Et c'est notamment le Wall Street Journal et le New York Post, le Post étant le journal populaire de New York et le journal étant un peu plus sérieux, beaucoup plus sérieux, ont commencé à critiquer l'absurdité et l'hypocrisie
des idées reçues sur les achats des armes d'assaut. Donc, entre les lycéens et la presse Murdoch, je vois peut-être la possibilité d'un changement. Mais rappelez-vous que les lois qui règlent les achats de fusils sont déterminées par chaque État. Il y a eu une abolition d'achat sur les armes à feu, des fusils de long canon semi-automatiques fédéral. Au niveau fédéral, il n'y a pas très très longtemps, mais ça a été abrogé. On va y revenir sur la législation. Peut-être d'abord, je me tourne vers vous. Vous restez avec nous, hein, John, bien sûr, vous intervenez quand vous voulez. Oui. Je me tourne vers vous. Vous enseignez à Princeton. On voit qu'il y a régulièrement des tueries. Elles concernent souvent les établissements scolaires ou les lieux d'enseignement. Ouais. Est-ce que quand on va sur un campus, aujourd'hui aux États-Unis, et qu'on est jeune, on a peur de ne pas rentrer le soir? À mon avis, je crois que peu de choses ont changé de ce point de vue. Ce qui change un petit peu, je vois un frémissement, non pas tant dans les mobilisations de jeunes, parce que les mobilisations de jeunes aux États-Unis, à forte densité émotionnelle, elles ont été nombreuses dans le passé, hein, et sans avoir débouché au-delà d'un certain stade. Au bout de quelques années, ça meurt. Par contre, je vois un frémissement ailleurs. C'est le fait que les grandes chaînes de distribution, en tout cas certaines grandes chaînes de distribution, renoncent à proposer à la vente certains types de fusils d'assaut, l'AK-47 par exemple, qui est très emblématique. Ceci étant, ce qui prouve bien la force de l'enracinement dans une culture très très profonde, c'est qu'il y a des protestations, c'est-à-dire des mouvements de boycott contre ces chaînes qui veulent évidemment continuer à vendre des fusils, des pistolets, etc., mais plus la K-47. Sarah. Non, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que on a salué le fait que certaines entreprises se sont dissociées de la NRA pour la première fois, voilà, et ont cessé de leur donner des incentives ou des réductions. Mais ça souligne l'incroyable poids de la NRA. Quand vous pensez que Delta Airlines ou que Avis donnent des réductions à leurs membres, à leurs 5 millions de membres, c'est quand même assez fascinant. C'est aussi dans l'autre sens qu'il faut... Et la NRA, au départ, jusque dans les années 60, c'était une association de chasseurs et d'amateurs de tir sportifs. C'est devenu un lobby extrêmement puissant. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que d'abord la violence génère la violence. C'est-à-dire qu'il faut voir que suite à une tuerie comme ça, vous avez tous ceux qui disent il faut en finir avec les armes, et vous en avez beaucoup qui disent il faut s'armer encore plus. Et Donald Trump, sa première réflexion a été de dire il faut armer les enseignants. Vous imaginez ? Donc, de fait, la violence génère la violence. D'autre part, eh bien, quand on est un lobby puissant, on acquiert de plus en plus de pouvoir et on acquiert le goût du pouvoir. Et la NRA a acquis le goût du pouvoir, et plus elle a influencé, plus elle continue de tenter d'influencer. Moi, il se trouve que j'étais avec Michael Wolff, vous savez, l'auteur du Feu et de la Furie, ce livre sur la présidence Trump, il y a quelques jours, puisque le livre sort ces jours-ci en français. Et qu'est-ce qu'a dit Michael Wolff quand on lui a posé la question « Pensez-vous que Donald Trump va connaître un tournant dans sa politique vis-à-vis des armes ?» Il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire en disant « C'est juste impossible pour Trump de changer dans le fond son approche des armes. Il est lié à ce lobby et par ailleurs, à titre personnel, il pense sans doute que porter une arme, c'est légitime aux États-Unis. Et puis c'est un lobby qui a quand même un écho chez les Américains. C'est quand même ceux qui on va justement retrouver l'Américain qui est avec nous, qui veut intervenir. Il y a un rapport aux armes quand même qui est très particulier aux États-Unis. Oui, j'irai plus loin que le monsieur de Princeton pour parler un peu de la culture de violence, mais aussi de parler un peu de la manque de confiance, du manque de confiance dans le gouvernement, parce que Trump a joué justement sur le manque de confiance dans le gouvernement. L'idée d'un gouvernement fédéral est aujourd'hui illégitime chez beaucoup de gens, de citoyens américains. Et le plus qu'on manque de confiance dans le gouvernement, le plus qu'on appuie l'idée, qu'on soutient l'idée
que chaque individu doit se protéger contre l'autre, contre le gouvernement, contre l'étranger, contre, je ne sais pas très bien, contre le terroriste, contre le noir d'à côté qui pourrait assassiner vos enfants. C'est très raciste, c'est très culturel, c'est très américain et c'est soutenu par toute une culture de Hollywood que vous connaissez très bien en France, où on règle les comptes tout seul. Il faut régler les comptes finalement tout seul parce qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement, à la police, etc. Mais si je vous comprends bien, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité aussi qu'il faudrait changer. Je ne peux pas exagérer, mais il y a eu une fissure entre le peuple américain et leur gouvernement ces dernières années. Très grave. Et Trump a joué très habilement sur cette fissure et on en souffre maintenant. Donc l'idée, et vous voyez aussi au lycée de la Floride, où la tuerie a eu lieu, il y a eu un agent armé qui n'a rien fait. Alors tout le monde parle du fait que l'agent armé n'a rien fait, alors qu'il était là pour protéger les enfants. Alors encore un échec du gouvernement. Oui, encore, ça va. On peut aller dans le sens de ce que dit... de force du gouvernement. Non, pour aller dans le sens de ce que dit John MacArthur, moi j'ai beaucoup travaillé sur les milices d'extrême droite aux États-Unis et en effet, ces gens se mobilisent contre le gouvernement et ils ont des armes depuis Waco, depuis voilà, et aussi à Oklahoma, on voit qu'ils rassemblent des armes pour se défendre contre le gouvernement. Donc c'est un peu paradoxal finalement de demander au gouvernement de se débarrasser de ces armes. Ça va dans leur tête être presque contre-productif. Alors Richard et ensuite Philippe. Oui, un élément d'information, c'est pas un commentaire. J'ai lu un papier très intéressant dans The Economist de cette semaine. C'est que les entreprises européennes de fabrication d'armes de poing ou d'armes automatiques n'ont jamais autant vendu à destination des États-Unis. Donc il faudrait que nous aussi on se pose des questions parce que ces entreprises, ce sont des entreprises belges, des entreprises suisses, des entreprises allemandes, italiennes, qui font en ce moment des profits très importants en profitant de cette culture de violence aux États-Unis. Philippe ? Cette culture de la violence, elle s'enracine vraiment à plusieurs niveaux de profondeur. D'une part, il y a quand même le fait que les pères fondateurs, qui ont voulu le deuxième amendement à la Constitution de Philadelphie, c'était des gens qui admiraient la démocratie antique. Et pour eux, un citoyen, c'était forcément un citoyen en armes. Bon. C'est un premier point extrêmement important. Et ce deuxième point, évidemment, c'est toute la mythologie, elle a été rappelée par notre ami, toute la mythologie de la conquête de l'Ouest. Qu'est-ce qui a fait que les États-Unis sont devenus une grande puissance à partir des 13 colonies un petit peu anémiques de l'Est? C'est évidemment les courageux settlers, enfin les colons, etc. Et qui, évidemment, en l'absence d'institutions, y géraient la justice à leur manière. Alors là, on est dans des légitimations complètement positives. Droit civique, conquête, et tout ça. Et puis, il y a cette légitimation complètement sous-jacente à laquelle a fait allusion notre ami, qui est aussi la peur des Noirs chez les Blancs. La peur des esclaves et la peur ensuite de cette démographie galopante des Noirs qui deviennent majoritaires. Il faut les intimider, quoi. Il faut être prêt. Et puis John... en plus, tous ces préjugés racistes, vous le savez, sur le viol, parce que c'est très intéressant de voir la propagande de la haine. Et John, je voyais que vous n'étiez pas d'accord. Non, je suis d'accord, mais je voudrais aller un peu plus loin, et comme on parle un peu des pères fondateurs, parce qu'il y avait à l'époque une idée légitime derrière le deuxième amendement qui reste toujours en vigueur chez nous. Et c'était, à l'époque, on voulait que les citoyens des 13 colonies aient la possibilité de se protéger contre des soldats britanniques qui voulaient s'abriter dans leur maison et de les repousser, de les rejeter. Alors, il y a encore cette idée, parce que c'était vrai à l'époque. Les soldats britanniques avaient tous les droits et les colons n'avaient rien.
n'avait pas le droit de dire non. Et on va revenir, pardonnez-moi, en 2018 pour conclure toujours avec vous, John. On va regarder, c'était une du quotidien américain Daily News que vous avez certainement vu depuis chez vous. Oui. C'était au lendemain de la fusillade en Floride. On peut lire de deux façons This is us, This is US, ce que nous sommes, ce que sont les États-Unis. Selon une récente étude, 35% des États-Unis considèrent qu'avoir une arme est une liberté fondamentale. Cette part grimpe à 74% chez les propriétaires d'un pistolet ou d'un fusil. Est-ce que, et vraiment d'un mot pour conclure, John, est-ce que ça résume bien votre pays en 2018 sur cette question des armes? Que la majorité est pour les contrôles, oui, absolument. Et que la voix populaire est ignorée finalement, parce que nous sommes une société urbaine maintenant. Il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans les villes que dans les États ruraux. Mais à cause de la Constitution qui donne aux États ruraux autant de poids dans le Sénat que les États avec des populations beaucoup plus larges, c'est quasiment impossible de changer la Constitution et de modifier le deuxième amendement. Donc, il faut vraiment lutter État par État et espérer que la Floride va faire bon exemple. Et les survivants de cette tuerie en Floride ont annoncé, vous le savez, l'organisation d'une grande manifestation à Washington le 24 mars prochain pour réclamer justement le vote rapide d'une loi renforçant la réglementation sur les armes à feu. John, un grand merci d'avoir été des nôtres depuis New York. On vous souhaite de passer un excellent dimanche de l'autre côté de l'océan. Merci beaucoup, à bientôt. Vous êtes sur TV5 Monde toujours, vous êtes dans Kiosque, merci de nous rejoindre. Nous allons parler maintenant de la valeur de la parole politique. En France, les propos enregistrés à l'insu de Laurent Wauquiez font grand bruit. C'était lors d'une rencontre avec des étudiants. Le chef du parti de droite s'est livré sans retenue et sans autocensure sur sa vision de la vie politique, sur ses adversaires et sur le système politico-médiatique. Face aux étudiants de cette école de commerce, le professeur Wauquiez fait la leçon. Dans son exposé des attaques en règle contre ses opposants politiques. Premier visé, le président de la République. Il l'accuse d'avoir, avec son parti, orchestré la chute de François Fillon. Que Fillon gagne la primaire et que derrière il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé. Des propos chocs enregistrés à l'insu de Laurent Wauquiez. L'une des attaques les plus violentes cible Gérald Darmanin. Au moment de l'enregistrement, le ministre de l'Action et des Comptes publics fait face à 2 procédures judiciaires. Laurent Wauquiez prédit sa chute. Regardez Darmanin, c'est du Cahuzac puissance 10. Il sait très bien ce qu'il a fait. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Parce que ça va faire très mal et ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. L'une des 2 plaintes a été classée sans suite. En guise de réponse, Gérald Darmanin ironise. À part m'inquiéter de certains enseignements dans certaines écoles de commerce, je n'ai pas de déclaration à faire pour l'instant. Le président des Républicains n'épargne même pas son propre camp. Il révèle une pratique supposée de Nicolas Sarkozy, alors président. Nicolas Sarkozy en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Dans un communiqué, Laurent Wauquiez menace. Les propos ont été enregistrés de façon illégale, avec des méthodes peu déontologiques qui ouvrent la voie à des suites judiciaires. Par ailleurs, sur le fond, il ne regrette rien, sauf ses propos sur les supposées écoutes de Nicolas Sarkozy. Et Laurent Wauquiez invoque une parole libre et un parler vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, il s'excuse d'être un politique? Les propos de Laurent Wauquiez posent 2 questions. D'une part, la question du double langage et d'autre part, la question du langage de correction. Je pense que ce sont 2 problèmes différents, même s'ils sont un peu liés. Le problème du double langage. Bon, du double langage, il y en a toujours en politique. Pourquoi? Parce que ce que l'on dit publiquement est quand même sous contrainte. Des tas de gens de catégories sociales différentes, appartenant à des catégories d'intérêts différentes, vous scrutent. Donc il faut être extrêmement prudent. Il y a donc une contrainte absolument extraordinaire sur la liberté d'expression d'un homme politique. Et donc, parfois, il a besoin de se lâcher.
Ça, c'est la première raison psychologique du double langage. C'est qu'on se lâche avec des amis, on se lâche dans les conversations. Donc là, il s'est lâché avec des étudiants, c'est ça que vous dites? Il s'est lâché et en voulant se faire plaisir. Parce que ça concerne aussi le prof. Hein, je connais un peu le problème. Oui. Le prof qui essaie de se faire plaisir auprès de ses étudiants en leur racontant des petites histoires, des petites historiettes, des petites anecdotes, etc. Parce que c'est croustillant. Bon. Et le deuxième pan? Alors, comment dirais-je, pardon, le deuxième pan, vous disiez qu'il y avait deux parties. Il y a cette partie-là du langage et qu'il y en a une autre. Oui, c'est ça. Et il y a un double langage aussi. Pour quelle raison? C'est qu'un homme politique ou un responsable politique peut avoir des doutes sur sa politique, peut être inquiet, se demander s'il a raison de faire confiance aussi, autre chose, s'il a des soupçons pour ses amis politiques. Bon, il ne va pas dire ça publiquement, sinon il va démobiliser son camp. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il en parle à ses amis, il doit en parler à ses conseillers. C'est absolument indispensable. Donc, du double langage, il y en a forcément. Qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui? Il est beaucoup plus majeur qu'il y a 50 ans, 100 ans ou 200 ans. C'est parce qu'il y a des techniques d'enregistrement partout, il y a des caméras partout. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a discrédité la parole politique, la parole publique, Richard? Alors, est-ce qu'il a discrédité en général la parole publique ou est-ce qu'il a discrédité la parole de Laurent Wauquiez? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pense qu'il a discrédité la parole de Laurent Wauquiez, mais qu'il a pris ce risque de façon tout à fait assumée. Parce qu'il l'a dit lui-même, d'ailleurs, c'est un enregistrement qui n'a pas été donné là dans votre résumé, mais il dit lui-même aux étudiants « Je sais très bien que dans mon cas, tout peut être enregistré, tout peut être dit, tout peut devenir public. » Donc, il assume que la parole soi-disant confidentielle qu'il a devant les étudiants pourra sortir. Moi, à mon avis, c'est la stratégie du voyou, mais d'un voyou calculé, parce que Laurent Wauquiez a un logiciel politique extrêmement précis, développé et efficace. Il doit absolument, en gros, faire péter la baraque. Il doit faire péter la baraque à droite, il doit faire péter la baraque pour montrer au Front National qu'il est un homme de droite qui en a, qui s'assume, et il doit faire péter la baraque pour montrer, selon lui, qu'Emmanuel Macron est une illusion. C'est ce qu'il fait devant les étudiants. Ensuite, deuxième chose, vous disiez discréditer. Est-ce qu'il a discrédité la parole de Laurent Wauquiez? À mon avis, oui, parce qu'on n'attend pas ça d'un leader de la droite traditionnelle, mais en même temps, les sondages montrent qu'au niveau des adhérents de LR, de son parti, au niveau des militants, au niveau de la droite pure et dure, ça marche. Donc le pari de Wauquiez, il n'est pas tout à fait raté, et j'en viens même à penser que cette fuite, il y était peut-être pas tout à fait hostile. On a quand même l'impression que les Français ont envie de changement de la présidentielle et législative, et que là, c'est quand même des méthodes un peu habituelles auxquelles les Français n'ont pas envie. Il y a deux choses sur cette question. C'est Laurent Wauquiez ne peut pas se mettre en état d'exception de la parole politique. C'est-à-dire que c'est comme si lui donnait tout d'un coup un jugement, délivrait un jugement sur la politique et son expression et les hommes politiques, comme s'il n'en était pas un. Évidemment, ça retombe sur lui. Donc il y a une espèce d'autocritique implicite de cette fuite. Ensuite, est-ce qu'il l'a fait exprès? En tout cas, il l'assume. Et rappelez-vous que cet homme politique, quand même, est un normalien extrêmement cultivé et que, comme disait Duhamel, il n'utilise que 700 mots de vocabulaire. Donc il y a quand même aussi un populisme assumé qui est assez préoccupant. Et en effet, il glane, il veut glaner sur les territoires et les électeurs de Le Pen. Et donc voilà, il y a aussi... maintenant, est-ce que ça va lui porter chance? Moi, je ne pense pas. Philippe? Ici, on est sur le terrain, non pas du double langage, mais du langage de correction. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les démocraties, mais avec des particularités culturelles très importantes, aux États-Unis, en France, en Suède, c'est complètement différent. Enfin, c'est largement différent. Eh bien, ce langage de correction, comment dirais-je, il oscille entre deux pôles. Parce que d'une part, les Français ou les citoyens, ils voudraient que leurs représentants politiques adoptent un langage châtié qui doit correspondre à la dignité des fonctions qu'ils exercent, d'un côté. Et de l'autre côté, il faut que leurs représentants aient l'air d'être proches des gens. Donc parler un langage trop châtié, trop élitiste, ça fait distant. Alors, il y a un point d'équilibre. Alors, selon votre positionnement sur l'axe politique, selon votre positionnement stratégique en fonction de vos adversaires probables ou actuels, eh bien, vous jouez la stratégie « je parle comme les gens hein, », et donc,
Par exemple, même Emmanuel Macron, il utilise des mots que les gens utilisent tous, hein, je pense, même vous, même moi, en tout cas moi, oui. Quel con, bordel de merde, etc. Bon, un petit peu de ça, de langage transgressif, ça plaît. Hein. Ah, il est un peu comme nous, quoi. Hein. Mais avec Laurent Wauquiez, c'est autre chose. C'est une stratégie de comment dirais-je, qui vise à flatter un peu les bas-fonds de l'être humain, il faut bien le dire quand même. C'est un populisme, il joue la carte d'un populisme qui, historiquement, a toujours été un populisme fascisant. Fascisme de gauche aussi, comme fascisme de droite, parce que le fascisme, c'est pas uniquement la violence physique pour faire taire l'adversaire, c'est aussi la violence verbale exacerbée. Et là, on est dans la violence verbale exacerbée. Richard. On est dans la violence verbale et on est quand même dans le complotisme. Parce qu'il dit au moins deux choses. Il dit qu'il y a eu une cellule pour dézinguer, il n'utilise pas le terme, pour torpiller ou autre Fillon, et que Macron était à la tête de cette cellule. C'est quasiment ce qu'il dit. Donc là, on nourrit un complotisme évident. Et ensuite, il dit que Sarkozy faisait espionner, c'est-à-dire pomper les emails des portables de ses ministres. Alors après, il s'est excusé, mais il n'a pas dit que c'était faux. Il n'a pas dit qu'il avait dit quelque chose de faux. Donc moi, j'ai quand même un problème. Voilà un aspirant président de la République, parce qu'on peut dire qu'il l'est. C'est clairement la fonction qu'il regarde, qui est, comme l'a dit Sarah, normalien, donc le plus diplômé de tous les diplômés, et qui se permet, dans deux domaines, de nourrir la théorie complotiste la plus vile. Donc oui, problème, oui, alarme, oui, attention. 83%. Oui, stratégie politique. 83% des Français ont une image négative de la politique. Ils ne sont que 9% à faire confiance au parti, des statistiques publiées par le Cevipof le mois dernier. Ça, c'est un problème. Est-ce que ce qui se passe là accroît la méfiance entre des citoyens envers les politiques ? Si on a un peu de profondeur historique, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Au début de la Troisième République, s'il y avait eu des sondages, vous savez, il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient dit qu'ils croyaient... On dit souvent qu'il y a une dégradation du débat public en France, c'est vrai ou pas ? C'est comme on dit, depuis Napoléon Ier, qu'il y a dégradation du système scolaire. À force de dégradation, alors là, je vous assure, c'est le type même de l'idée reçue. Vous êtes d'accord avec ça, Sarah, Richard, et on conclura là-dessus. La question pour Wauquiez, c'est stratégiquement, est-ce qu'il va réussir à s'abstraire de cette critique qu'il a formulée ? Est-ce qu'il va réussir à jouer la carte Trump, en fait ? Richard, pour conclure, d'un mot. C'est évident qu'il veut jouer cette carte-là, et moi je crois qu'à un moment donné, sa personnalité va lui revenir en boomerang, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être Trump parce qu'il est Laurent Wauquiez. Il est de l'élite, il est le produit du système, il est un surdiplômé, il n'est pas un promoteur immobilier qui a gagné des milliards de dollars et qui s'est formé à la TV-réalité. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse répondre très rapidement. Je pense que l'équation personnelle joue assez peu, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est le positionnement stratégique. Parce que, après tout, Laurent Wauquiez, il est ceci aujourd'hui, mais avant-hier, il était centriste. Hein. Il était centre modéré et européen. Le jour où il arrivera au pouvoir... il pourra se comporter de façon assez différente. Moi, je ne crois pas à l'équation personnelle. Non. L'avenir nous le dira. Je vous propose qu'on conclue cette émission, comme toujours, avec notre ami Dilemme, sa semaine d'un coup de crayon. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité ? Regardez, principal obstacle à une solution durable en Syrie, le veto russe. On voit ici le président syrien Bachar al-Assad, marionnette dans les mains de Vladimir Poutine. Le cessez-le-feu immédiat d'un mois réclamé à l'ONU est déjà violé dans la Ghouta orientale. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. On en parlait aussi, déjà une trentaine de tueries de masse cette année aux États-Unis. Bon, long ou court, se demande indécis cet Américain devant un distributeur automatique. L'an dernier, plus de 15 000 personnes sont mortes des suites de violences commises avec une arme à feu. Au Nigeria, confusion et colère après de nouveaux enlèvements par les djihadistes de Boko Haram. Dernier chiffre, 105 jeunes filles manquent toujours à l'appel après l'attaque de leur lycée dans le nord-est du pays. La fin des 23e Jeux Olympiques à Pyeongchang, c'était tout à l'heure. Après 16 jours de compétition et des mois de tractation diplomatique, retour à la normale. Retournons à nos boutons, décide le dictateur nord-coréen Kim Jong-un devant une installation nucléaire. Et enfin, en France, l'ouverture du sacro-saint salon de l'agriculture. Le président français y a passé la journée d'hier, samedi. Il a été sifflé. Et sous le crayon de Dilemme, vous le voyez, ce sont des sifflements d'amour lancés par ces animaux de la ferme. Merci Dilemme. Merci à vous trois d'être venus en plateau ce dimanche nous livrer vos commentaires sur l'actualité. Merci à vous qui nous regardez. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. #Modiaskios sur Twitter ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux. Je vous dis à dimanche prochain. Excellente semaine.